est à vous. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Merci de m'avoir invité devant cette commission. Et merci Mesdames et Messieurs les députés de m'accueillir. Et exercice de prospective qui appelle d'abord effectivement un petit propos liminaire, c'est que l'avenir se distingue du présent et du passé par le fait que l'avenir n'existe pas. L'avenir est en construction, il est en élaboration, et lorsqu'il existe, il n'est plus l'avenir, il est le présent, il devient le passé. C'est une observation très basique, mais qui interdit a priori de jouer les Madame Irma. Et j'ajoute aussi que l'analyste des affaires internationales se trouve dans une situation qui est un peu comparable à celle des spécialistes des sciences de la nature, discipline auxquelles on ne saurait refuser le caractère de scientifique. Et pourtant, si on sait décrire le mouvement des plaques tectoniques, personne ne sait aujourd'hui, en tout cas, prévoir la date précise et le lieu exact des prochains séismes. Donc, voilà les limites de l'exercice prospectif. Donc, je vais faire un peu de tectonique d'abord, et puis ensuite, on va quand même essayer de regarder, sinon les séismes en tant que tels, du moins les zones, les régions où ils peuvent se produire. Alors, la tectonique des plaques, les grandes tendances lourdes, se résument dans leurs effets, je vais venir dans leurs manifestations par ailleurs, dans leurs effets par deux mots qui me paraissent devoir caractériser l'évolution des relations internationales aujourd'hui et vraisemblablement dans la génération qui est devant nous. Ces deux mots sont durcissement et volatilité. Alors, le durcissement des relations internationales, et j'ajoute tout de suite que quand je parle de relations internationales, il ne s'agit pas seulement des rapports entre les États, mais aussi de l'action des groupes non étatiques, dont on connaît aujourd'hui le rôle, les ensembles religieux, les entreprises transnationales, les ONG globales, le terrorisme transfrontière, et ainsi de suite. Les relations internationales sont en train de se durcir, et ceci pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente, en tout cas la plus spectaculaire en ce moment, il suffit de se reporter au discours de M. Trump hier, c'est l'instabilité belligène, l'instabilité porteuse de guerre d'un monde qui est devenu réellement multipolaire et dans lequel les éléments d'ordre sont faibles et sont en voie d'affaiblissement. Et ceci vaut, entre autres, dans le domaine nucléaire, pensez Corée du Nord, pensez éventuellement Iran. J'imagine qu'on pourra parler des questions d'actualité dans l'échange que nous aurons après ma présentation qui tendra à éviter les questions d'actualité immédiate. Deuxième conséquence, deuxième élément de durcissement, c'est l'abaissement tendanciel et fort de la barrière d'entrée qui permet aux différents acteurs du système international, y compris le cas échéant à des individus, d'accéder à des moyens de destruction. Moyens de destruction directs ou indirects. Pensez ici à Daesh ou au Hezbollah, qui ont des drones, qui exploitent le cyberespace. Et la violence meurtrière, y compris à très grande échelle, est un jeu qui se joue dorénavant et pas simplement dans le huis clos entre les États. Ça, c'est la conséquence, entre autres, mais principalement, de la révolution des technologies, de l'information, de la loi de Moore. Or, ce que nous savons, et là on est vraiment dans la tectonique des plaques, c'est que ça va continuer. C'est-à-dire si vous avez l'impression que les 15 dernières années ou les 20 dernières années ont été un peu bouleversantes en la matière, les 15 ou 20 prochaines le seront bien davantage encore, avec l'irruption brutale de l'intelligence artificielle et la convergence entre les technologies de l'information et les biotechnologies.
Ce ne sont pas simplement des défis économiques et sociaux, ce sont aussi des défis stratégiques qui vont bouleverser l'art de la guerre et qui vont aussi avoir un impact majeur sur la hiérarchie et le jeu des puissances. Troisième élément du durcissement, c'est l'aggravation des enjeux qui sont liés, et ici j'emploie une formule qui est contestée, il y a un débat sur sa pertinence ou non, mais je pense que la formule résume assez bien un problème complexe. Ce sont les enjeux de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est-à-dire l'ère pendant laquelle l'être humain, les sociétés humaines sont capables de transformer la planète elle-même, à l'instar des grandes ères géologiques de nature non humaine et qui l'ont précédé. C'est le changement climatique notamment. Et j'apporte ici une précision importante. Contrairement à certains analystes, et je ne pense pas que ces défis portent naturellement en eux la guerre, pour une raison très simple, c'est que la guerre n'est pas vraiment un moyen très opératoire pour lutter contre le changement climatique ou pour gérer les problèmes de bassins hydriques qui concernent plusieurs États. Vous ne réglez pas les problèmes du Tigre et de l'Euphrate par une guerre entre l'Iran et l'Irak, ou entre l'Irak et la Turquie et la Syrie. Mais, même si l'on admet, et c'est mon point de vue, que la lutte contre le changement climatique et ainsi de suite porte plutôt à la coopération, cette coopération n'est elle-même pas dénuée de rapports de force et de jeu des puissances. Et ça, on pourra en reparler. La volatilité. La volatilité, c'est bien entendu la connectivité à l'échelle mondiale, dans le temps, dans l'espace, née de la mondialisation, les technologies de l'information, les technologies des transports, les rapports entre les acteurs du système international sont déstabilisés par la connectivité quasi immédiate entre des événements de nature différente pouvant se dérouler dans des régions différentes. Et ceci indépendamment du jeu de tel ou tel acteur du système international. Ça, je vais y revenir. La ligne de résultats que nous avons en matière de volatilité, c'est une ligne de résultats où les rapports entre États et acteurs non étatiques tendra à être précaires, révocables, et une précarité, une volatilité qui n'est pas très loin de la vision que peut avoir un homme comme Donald Trump des relations internationales. Et j'ajoute aussi que cette volatilité, du côté français, on l'a assez bien captée il y a déjà une bonne dizaine d'années, lors de la rédaction du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de l'époque. Et on a à l'époque développé le concept de rupture stratégique, et c'est un concept qui me paraît extrêmement utile, et qui a conduit en corollaire, en termes pratiques, on n'est pas du tout dans des domaines académiques, hein, et le concept de rupture stratégique a conduit au développement du concept de sécurité nationale, qui a été repris et développé dans le livre blanc suivant, sous le président Hollande, et au concept de résilience, que la France et avant elle le Royaume-Uni avaient développé au cours de la décennie précédente, mais qu'on a un petit peu oublié. Mais dans le domaine du terrorisme, Daesh, ou dans le domaine des défis naturels, Irma, sont venus nous rappeler que ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des périodes de calme qu'il faut cesser de se préparer au choc. Je ferme cette parenthèse. Dans ce monde, gare à ceux qui ne prendront pas la mesure des transformations en cours, ceux qui auront pris du retard dans la maîtrise des outils correspondants, et je pense ici à ce qui nous attend en matière d'intelligence artificielle, par exemple, et malheur à ceux qui auront négligé la part de violence et de brutalité qui accompagnent les différentes tendances que je viens
d'énumérer. Alors j'en viens maintenant au jeu des puissances. On vient au séisme, si je puis dire. Et ici, bon, je vais procéder d'abord en regardant de façon cursive le jeu des principaux acteurs, et États-Unis, Chine, Europe, Russie, et puis ensuite les principales zones de turbulence que sont le Moyen-Orient et l'Afrique. Je reprendrai un petit peu ici la clé de lecture du Monde qu'avait développé les livres blancs sur la défense et la sécurité nationale en 2013, à savoir la distinction entre les défis de la force et les défis de la faiblesse. La menace au plan militaire ou au plan diplomatique ou économique peut être portée pas simplement par les jeux de la puissance, mais aussi par les effets de l'impuissance, du désordre, de la faiblesse. Alors, les États-Unis, comment commencer par eux, tout c'est dire, tout honneur, ils restent de loin la première puissance mondiale, si on combine l'ensemble des moyens de puissance et d'influence. On a besoin de rappeler la capacité de projection de forces militaires des États-Unis, le rôle qui reste prédominant des États-Unis en matière d'innovation technologique, ou le rôle pivotal des États-Unis dans le système financier international, et qui, là encore, est assis pour quelque temps. Le rang des États-Unis est bien évidemment sous la pression de la Chine, mais les choix américains pourraient hâter, au-delà de la simple pression chinoise, un processus de déclassement, notamment par le biais du détricotage du système d'alliance que les États-Unis avaient bâti depuis près de 70 ans en Asie et en Europe. Donald Trump a depuis longtemps, bien avant la campagne, peut se reporter à ses déclarations du début des années 2000 en la matière. Donald Trump a une vision des rapports entre les États-Unis et le reste du monde qui est constante et qui est cohérente, ce qui ne l'empêche pas d'être calamiteuse, mais elle est cohérente et constante. Cette vision, c'est tout est deal, tout est relation bilatérale, et les alliances permanentes n'ont pas leur place. L'ordre international, et notamment l'ordre multilatéral international, ne fait pas partie du panthéon de sa pensée, si je puis dire. J'ajoute que cette vision qu'il a est en phase avec le profond mouvement de rejet de la mondialisation porté par les électeurs de l'actuel président américain et de ceux de l'un de ses concurrents, Bernie Sanders. Et j'ajoute aussi que ce rejet entre en résonance avec des mouvements du même type en Europe et parfois aussi en Asie. J'ajoute aussi, et c'est là où mon inquiétude est particulièrement prégnante, c'est que cette vision est plus proche de la norme historique que de ce que nous avons connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'ordre de l'après-1945, avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Alliance atlantique, le système d'alliance en Asie-Pacifique et la construction européenne, cet ordre-là, avec ses limites et ses défauts, est quelque chose qui n'a pas eu de précédent historique. L'histoire, elle, connaît surtout des alliances précaires et irrévocables, généralement d'assez brève durée, même celles qui ont joué un rôle très important dans la vie de notre pays, comme l'alliance franco-russe, qui nous a permis de ne pas être terrassés par l'Allemagne en 1914, là, ça a duré 20 ans. L'entente cordiale franco-britannique, elle est née 10 ans avant la Première Guerre mondiale. On n'est pas du tout dans les ordres de temps que l'on connaît depuis 1945. On a eu 70 ans d'un certain ordre international. Et c'est celui-là qui est menacé par Donald Trump. Et au terme d'un mandat de Donald Trump, les relations entre les États-Unis et le monde seront très différentes de ce qu'ils étaient avant. Et la nature des relations internationales en général s'en trouvera transformée pour une raison très simple, c'est que les États-Unis restent la première puissance mondiale.
Alors là-dedans, les perdants, ce seront bien entendu les États-Unis, qui vont perdre une source d'influence, parce que dans ce jeu d'alliance, les États-Unis, bien entendu, ont bénéficié, contrairement à ce que prétend M. Trump. Mais les perdants, ce seront aussi les alliés des États-Unis. Les pays de l'Alliance atlantique ont pu limiter leurs dépenses militaires au minimum, et la France ne fait pas exception en la matière, hein, quoi qu'on en dise. Et parce qu'à côté de notre glaive, il y avait aussi le bouclier américain. Et certains pays, je pense à l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, ont pu, à l'abri de ce bouclier, ne pas avoir à répondre à la question très difficile pour eux, l'acquisition de l'arme nucléaire. Et je rappelle sur ce dernier point que Donald Trump s'est exprimé pendant la campagne sur ce sujet, et en des termes qui ne sont pas, et j'allais dire, absurdes. Il a dit, grosso modo, dans la plénitude des temps, le Japon et la Corée du Sud devront acquérir des armes nucléaires parce qu'on ne va pas les protéger ad vitam aeternam. Voilà un monde intéressant qui est décrit. Alors la Chine, maintenant. La Chine, elle a un PIB qui est désormais voisin de celui des États-Unis. La Chine demeure dans l'ensemble un pays stratégiquement prudent. Elle augmente qualitativement et quantitativement ses capacités militaires. Pour faire de la projection de force dans une certaine mesure, mais surtout, pour le moment, pour pouvoir assurer ce qu'elle estime être son précaré territorial, y compris au mépris du droit de la mer. Alors, il y a le droit de la mer, est-ce que ça nous concerne vraiment? Ben oui, ça nous concerne vraiment. La mer de Chine du Sud, dont les Chinois revendiquent la possession non seulement des îles qui s'y trouvent, mais des eaux qui s'y trouvent. La mer de Chine du Sud, c'est la Méditerranée du XXIe siècle. Plus de 50% du trafic maritime mondial passe par la mer de Chine du Sud. La Chine veut en faire un Mare Nostrum à la manière des Romains, ce qui nous ramène quand même quelques millénaires en arrière. Et par ailleurs, avec le projet de nouvelle route de la soie, la Chine est passée d'une politique étrangère qui était essentiellement réactive à la capacité de formuler son propre ordre du jour. Moi, j'ajoute que je considère qu'il n'y a pas lieu de s'en plaindre. Proposition plutôt intelligente et intéressante. Mais c'est aussi le coming out planétaire de la Chine qui se décide là. Et par ailleurs, si les Européens peuvent s'inquiéter des ambitions chinoises en Afrique, ces ambitions, on ne peut pas dire qu'elles soient très différentes de celles de leurs prédécesseurs sur le continent. Donc il ne faut pas parfois éviter de faire de l'hyperventilation sur ce sujet. Mon inquiétude sur la Chine, mon inquiétude principale sur la Chine est ailleurs. D'une part, il y a l'analogie que l'on est en droit d'établir entre la Chine actuelle, la Chine en devenir plus exactement, et la situation de l'Allemagne wilhelminienne à la fin du XIXe siècle. Un pays trop puissant pour que les États voisins ne craignent son hégémonie, mais pas assez puissant pour imposer aisément son hégémonie à des États qui ne sont pas prêts à s'y soumettre. C'est là le type d'instabilité stratégique qui a contribué au déclenchement de la Première Guerre mondiale en Europe. Il n'y a pas de fatalité pour que cela se reproduise, mais les ingrédients de départ sont rassemblés en Asie orientale. J'ajoute que tant qu'il y a une politique un peu bismarckienne à Pékin, ça va, peut-être. Mais s'il y a un Guillaume II qui devait s'installer à Pékin, ce serait évidemment une autre paire de manches. J'ajoute aussi qu'aux États-Unis, ce n'est définitivement pas Bismarck qui est au pouvoir, c'est Guillaume II. Or, les États-Unis sont la grande puissance d'équilibre en Asie-Pacifique. Et donc, premier motif d'inquiétude. Second motif d'inquiétude, c'est la rivalité de la Chine par rapport aux États-Unis en matière d'innovation technologique. Déjà aujourd'hui, dans les 10 plus grandes sociétés porteuses de la révolution des technologies de l'information,
vous avez déjà 3 sociétés chinoises, 7 américaines, 3 chinoises, 0 européennes, 0 françaises, 0 britanniques, 0 allemandes. Et Tencent, Alibaba, Weibo, c'est l'équivalent chinois de ce qu'on appelle les GAFA aux États-Unis, Google, Amazon, Facebook, Apple. Par ailleurs, la Chine investit massivement dans l'intelligence artificielle. Elle tient la corde avec les États-Unis en la matière. Il y a là une lutte un peu sourde pour la domination et, dans ce domaine pour les 20 ou 30 années qui viennent. La Chine travaille fortement sur les biotechnologies. Elle est également en pointe, pas seule, là l'Europe est présente, fort heureusement, dans les technologies de la transition énergétique. Et ça, ce sont les sources de la puissance de demain. Alors vous me direz, après tout, que les Américains ne soient pas seuls et que les Chinois y soient n'est pas en soi un motif d'inquiétude. Le problème, c'est que quand vous avez des sociétés aussi puissantes adossées à un État qui a son propre agenda, vous avez des problèmes. C'est-à-dire, on peut, nous, légitimement s'inquiéter, et on le fait, et on réagit aux standards éthiques des GAFA, des grandes sociétés américaines. Mais alors, qu'est-ce que ça va être quand Weibo ou Alibaba vont tenter à l'échelle mondiale d'imposer les normes de la sécurité d'État chinoise? C'est ça qui nous pendait. Alors, ça nous amène à l'Europe. Je disais, l'Europe, elle n'est pas trop présente dans le grand domaine que je viens d'évoquer. Elle a quand même des atouts en matière de R&D de défense, d'aérospatiale, biotechnologie, et elle participe évidemment très activement à l'innovation verte. Mais où sera l'Europe quand on va se lever dans très peu d'années? On est là dans du 5 ans, 10 ans, on n'est pas dans du 20 ans, 30 ans, quand va se lever la déferlante de l'intelligence artificielle avec ses conséquences économiques, sociales, mais aussi stratégiques et militaires. Et les maîtres de l'intelligence artificielle risquent fort de faire la loi. Je vais revenir sur les sujets européens tout à la fin, lorsque je parlerai des priorités pour notre pays. La Russie. Alors la Russie, elle a la superficie d'un continent, c'est le plus grand pays du monde, hein, et elle possède autant d'armes nucléaires que les États-Unis, mais elle a la population du Japon, j'allais dire la population vieillissante du Japon. Elle a les dépenses militaires de la France plus le Benelux. C'est pas une superpuissance. Hein. Elle a l'économie pétro-gazière de l'Arabie saoudite. C'est pas très excitant. Et elle a le PIB aujourd'hui de l'Espagne. Ce qu'on a tendance parfois à oublier. Elle est trop forte pour être une puissance moyenne. Et en même temps, elle est trop faible pour rivaliser avec sa grande voisine chinoise. La Chine a 9 fois la population de la Russie, 6 fois l'économie de la Russie et 4 fois les dépenses militaires de la Russie. Alors, il n'y a pas d'égalité en la matière. Et je ne crains pas trop que M. Lavrov soit dépêché à Pékin pour faire l'équivalent du pacte Molotov-Ribbentrop. Hein. On n'est pas dans une relation d'égaux à égaux, même quels que soient les efforts que peuvent faire certains analystes russes pour nous faire croire que si nous ne nous rendons pas à leur volonté, ils iront faire l'alliance, la grande alliance sino-russe. Non, ce ne serait pas une alliance, ça relèverait plutôt, parler de façon un peu triviale, de l'alliance entre les chiens et la queue du chien. Et les Russes savent très bien quel serait le rôle qui leur serait dévolu dans cette anatomie. Mais, ayant dit quelles étaient les limites de la puissance russe, je note aussi que la Russie a opéré une transformation remarquable de ses outils de décision politiques et militaires. On n'est plus dans la logique du rouleau compresseur, lourd, lent et puissant. Ce pays est devenu politiquement et militairement agile. Il est capable de prendre des décisions vite et de les appliquer politiquement, diplomatiquement, militairement très vite. Ce qui s'est passé en Crimée, c'est ce qui s'est passé en Syrie. C'est nouveau. Historiquement, la Russie n'a jamais été comme ça. Et de surcroît, elle a fait de l'imprévisible. Elle n'est pas seule en la matière. M. Trump prétend le faire aussi.
Elle a fait de l'imprévisibilité un atout stratégique qui est formulé comme tel dans ces documents publics de stratégie. Et par ailleurs, bien sûr, nous savons que la Russie est profondément insatisfaite de l'ordre européen qui a été bâti sur les décombres de la guerre froide et de l'Empire soviétique. La Russie proclame son insatisfaction de façon répétée et extrêmement audible. Et autrement dit, ce n'est pas une puissance de statu quo, elle a son propre agenda. Il se trouve que je travaille depuis quelque temps pas mal avec le gouvernement finlandais. Vous connaissez la situation géographique de la Finlande, vous connaissez les multiples guerres que la Finlande a dû livrer pendant le XXe siècle. Ce sont des gens sérieux, ils connaissent la valeur non seulement des mots, mais des choses. Et si je voulais résumer la politique finlandaise et la Russie, j'utiliserais deux mots, ce serait respect et fermeté. Ce sont les deux mots qui me paraissent devoir aussi inspirer la politique des Européens vis-à-vis de la Russie. La fermeté, du respect, la fermeté. Les deux ensemble. Alors, bien sûr, ce panorama des puissances est très incomplet. On pourrait parler pendant des heures, hein, le Brésil, l'Inde, etc. Mais peut-être qu'on en parlera dans les questions et les réponses. J'en viens maintenant aux deux grandes zones de turbulence. Et le Moyen-Orient, au sens large, hein, Maroc à l'Oman. Et je ferai les observations suivantes. Hein. Je ne vais pas rentrer dans une analyse tant soit peu détaillée, parce que alors là, c'est plus des heures qu'il faudrait, c'est plutôt des jours et des semaines. Et tout d'abord, les conflits de la région ne se résument plus à des oppositions binaires classiques, du style Inde-Pakistan, Pacte de Varsovie, OTAN, ou même Israël, États arabes, comme c'est le cas pendant les différentes guerres des années 60-70. Les lignes de clivage aujourd'hui au Moyen-Orient sont à la fois multiples, territoriales, ethniques, politiques, dynastiques, religieuses, tout ça ensemble, mais de façon non concomitante, non homothétique. Ces divisions s'entrecroisent, elles se recoupent. Et il n'y a pas de conflit simple. Tous les conflits sont complexes. Et la complexité n'est pas une simple façon de dire qu'on ne comprend pas. Et oui, il y a des choses à comprendre. Et tout simplement, on est dans une situation qui rappelle de façon très inconfortable l'Europe de la guerre de 30 ans, 1618-1648, et où on avait le même type de conflits multiples, conflits profonds, conflits en porte-à-faux les uns avec les autres. Et comme la durée de ce conflit tente à l'indiquer, il faut du temps et du sang pour dénouer ce type d'entrelacs conflictuels. Alors là, il y a trois conséquences pour nous à la clé. La première, c'est que le terrorisme d'inspiration idéologique, djihadiste, il sera avec nous pendant longtemps encore. Aucun responsable politique sérieux ne peut prétendre, et d'ailleurs j'en entends aucun qui le prétend, pouvoir dire « Oh, dans 2 ou 3 ans, ça ira beaucoup mieux, et tout cela sera derrière nous, comme les épisodes, les vagues précédentes de terrorisme des années 70 et 80. Ça va durer. Deuxièmement, dans ce type de conflit de longue durée, de grande complexité, les parties prenantes qui s'en sortent le mieux, historiquement, ce sont celles qui exercent une forme de prudence stratégique. L'Espagne, pendant la guerre de 30 ans, perd son rang de superpuissance. Première superpuissance de l'histoire du monde, l'Espagne. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est épuisée tout au long de cette guerre. La France de Richelieu, elle devient la nouvelle grande puissance. Parce qu'elle intervient à bon escient, plutôt tard que tôt, en y mettant les moyens nécessaires. Alors, c'est assez facile de décrire ce qui s'est passé. C'est évidemment beaucoup plus difficile d'en faire une application
dans les circonstances du monde moderne. Mais si je fais ce rappel, c'est tout simplement que cela vaut la peine de réfléchir avant d'agir lorsqu'il s'agit du Moyen-Orient. On agit volontiers sous le coup de l'émotion. S'il y a un endroit où il ne faut pas agir d'abord sous le coup de l'émotion, c'est le Moyen-Orient. Troisièmement, il faut savoir aussi, et j'emploie le mot savoir, parce que pour moi, on n'est pas dans le domaine des hypothèses, la conflictualité va s'aggraver et elle ne va pas s'atténuer dans le court moyen terme au Moyen-Orient. Et des économies qui sont basées sur le pétrole ou le gaz, comme en Algérie ou en Arabie saoudite, vont subir de plein fouet la rencontre entre une jeunesse sans emploi et la montée de l'économie verte, montée qui s'exerce au détriment des hydrocarbures. C'est une des sources de la baisse du prix des hydrocarbures. Autrement dit, pour ces peuples et ces pays, déjà, il n'y avait peut-être pas beaucoup de cirques, mais il n'y aura pas beaucoup de pain non plus. Et inutile de rappeler ici quels sont les liens historiques, géographiques et démographiques entre la France et l'Algérie. J'en viens maintenant, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le Moyen-Orient, et j'espère qu'on va y revenir dans la discussion. Et je vais dire quand même quelques mots sur l'Afrique. Le continent africain est passé de 600 millions d'habitants en 1990 au double aujourd'hui, 1,2 milliard. Et la prévision moyenne, médiane de l'ONU, c'est un nouveau doublement d'ici 2050 à 2,5 milliards. On passe de 600 millions à 2,5 milliards, 4 fois plus de 4 fois plus, en 60 ans, en moins d'une vie d'homme. Un pays comme le Niger, qui figure aujourd'hui au 188e et dernier rang de l'indice du développement humain de l'ONU, façon de dire que ce n'est pas franchement un pays riche, est passé de 2,5 millions d'habitants en 1950 à 21 millions aujourd'hui et passerait à 70 millions en 2050. Le Nigeria, qui est grand comme un peu moins de 2 fois la France, compte aujourd'hui 190 millions d'habitants, 3 fois la France si vous voulez, et il pourrait avoir plus d'habitants que les États-Unis d'ici un quart de siècle seulement. Alors que l'on intègre la vigueur des bouleversements que ce type de dynamique, qui ne peut pas être modéré à court terme, la loi de la démographie, peut avoir, y compris en termes de politique étrangère et de sécurité. Et là, je me limiterai à 2 observations avant de venir aux priorités pour notre pays. La France joue avec Barkhane, l'opération Barkhane, un rôle absolument exemplaire. Il y a 5000 soldats qui travaillent dans des conditions extrêmes sur un territoire grand comme l'Europe pour tenter d'éviter que ne se produise en Afrique ce qui s'est passé avec la montée des Daesh au Moyen-Orient en 2014. Mais nos soldats ne peuvent pas tout faire, la France ne peut pas tout faire, et s'il y a un domaine où il faut vraiment passer par une politique et une stratégie européenne, c'est bien le défi africain. Madame Merkel s'est rendue ces derniers mois à plusieurs reprises en Afrique, notamment dans le Sahel. Et elle sait très bien quel est l'état de la situation. Les services de renseignement allemands aussi. Et si je parle de services de renseignement allemands, c'est parce que naguère, les Allemands n'avaient pas vraiment des moyens comparables aux nôtres dans des régions comme l'Afrique ou le Moyen-Orient. Aujourd'hui, pour des raisons qui ne vous échapperont pas, notamment l'arrivée du 1 million de réfugiés en Allemagne en 2015, l'Allemagne s'inquiète vraiment sérieusement sur ce qui se passe, notamment en Afrique. Alors ça, c'est un vrai projet à promouvoir après les élections allemandes. Alors, ayant dit ça, dans un contexte franco-français ici,
Et si nous avons une politique et une stratégie européenne en Afrique, il faudra savoir que cela passera par une réduction du rôle spécifique de la France-Afrique. Ça, c'est facile à dire. Ce sera beaucoup moins facile à assumer. Et deuxième observation, caractère qui peut paraître un peu technique, mais qui a des conséquences politiques et pratiques extrêmement importantes, et c'est une observation qui concerne les mouvements de population. La vulgate, le narratif est courant et c'est pour éviter l'émigration pour cause économique, il faut développer les pays du Sud. Pareil naturel, c'est bon sens qui le suggère. Le problème qui est assez bien connu des spécialistes des mouvements de population, mais qui est peut-être un peu moins connu en dehors de ces cercles, c'est que dans un premier temps du développement, vous accélérez l'émigration, vous ne la réduisez pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'une population est un peu moins pauvre, elle peut voyager plus facilement et plus loin. Aujourd'hui encore, la plus grosse partie de l'émigration des États africains se fait vers d'autres États africains. Une politique de développement réussie, dans un premier temps, se traduira vraisemblablement par un transfert de ces flux vers le nord. C'est ce qui s'est passé dans les relations entre l'émigration latino-américaine et les États-Unis. C'est ce qui s'est passé entre la Turquie pendant les années 50, 60, 70 et l'Allemagne. Et autrement dit, et oui, bien sûr, à terme, et c'est le développement qui permettra de maîtriser le problème, mais dans l'intervalle, qui peut être long, les politiques de développement ne produiront pas l'effet désiré comme cela. Et autrement dit, il va falloir en passer par des accords avec les pays de transit, comme l'a fait l'Espagne avec le Maroc, avec le soutien de l'Union européenne, ou ce que tente de faire l'Italie avec les différents groupes armés en Libye, dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, les priorités stratégiques de la France. Et c'est là-dessus, bien sûr, que je veux conclure, et je vais en esquisser 6 ici. Et première priorité, qui n'est pas à proprement parler une priorité de politique étrangère et de sécurité, mais qui en est une des conditions, c'est bien entendu la primauté de l'effort de tous ordres réglementaires, organisationnels, éducatifs, fiscal et ainsi de suite, l'effort nécessaire pour que notre pays revienne dans la course technologique et économique au-delà de ces domaines d'excellence traditionnels comme l'aérospatial, le luxe, le tourisme, et il paraît l'agriculture. Je dis paraît parce que quand je vois notre retard par rapport à l'Allemagne et aux Pays-Bas, je suis inquiet même par rapport à ce domaine d'excellence traditionnelle. Et ici, la dimension continentale, la dimension européenne sera cruciale pour le succès de notre pays, non pas tant à travers les programmes technologiques européens du style de 2020. Alors bien sûr, ces programmes sont nécessaires et utiles, mais le plus important, c'est que nous puissions continuer à bénéficier du grand arrière géoéconomique, géostratégique, qu'est l'accès au marché unique européen. Les Britanniques s'aperçoivent aujourd'hui du caractère essentiel de ce grand arrière. Ils vont le perdre, ils souffriront. Nous devons tout faire non seulement pour continuer à en profiter, ça, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'amateurs de Frexit aujourd'hui en France, mais aussi, bien sûr, à le renforcer et à le développer. Deuxième priorité, une augmentation substantielle de nos dépenses militaires. L'Europe et la France, donc, devront partir du principe que le bouclier américain va être moins disponible que naguère et il sera monnayé nettement plus cher. Le temps où on pouvait faire des discours à Phnom Penh contre la guerre du Vietnam ou au Conseil de sécurité contre l'invasion de l'Irak sans pour autant perdre les bénéfices du parapluie américain, ce temps-là est en train de s'achever. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore. Mais on ne va plus pouvoir jouer à la fois
de pouvoir jouer la combinatoire entre le bouclier américain et l'effort national et européen. Il va falloir mettre l'accent sur nos forces françaises et nos forces européennes. L'épée que constituent nos forces d'intervention militaire, celles que l'on voit dans les différents théâtres d'opérations extérieures, celles que l'on voit aussi dans les rues françaises, va coûter plus cher avec la montée des périls que j'ai indiqués. Et enfin, on va entrer progressivement, mais de façon accélérée, avant la fin même de l'actuelle législature, la fin de l'actuel mandat présidentiel, on va entrer dans le troisième grand cycle de modernisation de notre force de dissuasion, le plus nécessaire que jamais, compte tenu de tout ce que je viens de décrire, mais ça va coûter quand même pas mal d'argent. Autrement dit, je considère que d'ici 2025, il va falloir passer de l'ordre des 35 milliards d'aujourd'hui, sur la base des définitions nationales, à environ 50 milliards d'ici 2025. Je m'exprime en milliards parce que c'est avec de l'argent qu'on achète des bottes ou des armes et que l'on solde les militaires. Ce n'est pas avec des pourcentages de PIB. Moi, je ne sais pas quel sera le PIB en 2025, mais je sais ce que veulent dire 50 milliards. Troisième priorité, la relance de la relation franco-allemande. Et parce que sans relance de la relation franco-allemande, pas de relance du projet européen. Alors bon, l'alignement des astres est assez favorable. Nous avons eu nos propres élections. Elles se sont déroulées sur toile de fond d'un débat vigoureux, mais un vrai débat argumenté sur la nature des différents projets nationaux et européens en présence. Il y a donc un mandat programmatique du côté français. L'Allemagne, elle, va retrouver sa capacité de manœuvre politique dans les semaines qui suivront les élections du 24 septembre, et semaines, peut-être même des mois, comme ce fut le cas en 2005, parce que la constitution de nouvelles coalitions risque d'être un peu compliquée. Mais une fois que ce sera fait, la liberté de manœuvre sera là. On va pouvoir entrer en matière. On pourra en parler plus de détails dans notre débat dans quelques minutes. Pour moi, les deux grands sujets qu'il faut démarrer avec les Allemands, au-delà de ceux qui ont déjà été présentés par notamment le président de la République, sur la zone euro, l'intégration plus poussée et ainsi de suite, c'est l'Afrique et c'est le Fonds européen de défense qui sera nécessaire pour tenter d'apporter un peu de rationalisation et d'améliorer l'efficacité de nos dépenses militaires et le maintien de la vigueur de la base industrielle et technologique de défense de nos pays et de notre pays. J'ajoute aussi, mais c'est un facteur compliquant, que nous avons notre relation bilatérale avec nos amis britanniques dans le domaine nucléaire, dans le domaine conventionnel, avec les accords de Lancaster House. Étant bilatéraux, ces accords devraient échapper aux conséquences délétères du Brexit. Je dis devrait, parce que l'évolution du débat britannique, du débat politique au Royaume-Uni, est telle que je n'en ai pas la certitude. Priorité suivante, quatrième, dans l'ensemble moyen-oriental, nous devrions apporter clairement l'effort d'abord sur les pays du Grand Maghreb. Maroc, Algérie, Tunisie, Libye. Bien sûr, il est toujours tentant, surtout lorsque tout le monde vous y pousse, de vouloir jouer les médiateurs dans le Levant, dans le Golfe, et ainsi de suite. Quels sont nos moyens d'action réels dans le Levant et dans le Golfe? Ils ne sont pas nuls, mais ils sont moins importants que ceux que l'on peut mobiliser dans cette partie de la Méditerranée, par la Méditerranée occidentale. Nos intérêts sont vraisemblablement aussi plus importants au Maghreb qu'à l'autre extrémité du Moyen-Orient, dans le Golfe Persique. Je considère qu'il y a vraiment une distinction à apporter, à la fois au plan programmatique et au plan pratique, entre les niveaux d'efforts diplomatiques, politiques
militaire que nous apportons à la partie occidentale du Moyen-Orient, qu'est le Maghreb, et ce que nous pouvons faire ailleurs dans la région. Ça, c'est un sujet contentieux, un sujet sur lequel je pense qu'il y aura des désaccords, et c'est tout à fait normal, mais je pense que comme nos moyens ne sont pas illimités, et nos intérêts sont pour moi clairement plus lourdement engagés à notre proximité immédiate que dans les terres un peu plus lointaines, que c'est un débat qu'il va falloir ouvrir. Cinquième priorité, l'Asie orientale, l'Asie-Pacifique. Elle est devenue le pivot économique et stratégique du monde. La France et l'Europe ont toutes les raisons de s'y investir. Moi, je suis, à tort ou à raison, considéré comme étant parfois un peu avare de compliments. Mais je considère que depuis le début de la décennie, l'action de la France, de ce point de vue-là, a été exemplaire. Et notamment, je tiens à saluer l'action de Jean-Yves Le Drian, en tant que ministre de la Défense, qui a approfondi les pistes qui avaient déjà été ouvertes dans les années précédentes avec les pays de la région Asie-Pacifique. Il existe aujourd'hui une vraie intimité stratégique entre la France et des pays comme Singapour ou l'Australie. Et c'est politiquement important, c'est économiquement important, c'est stratégiquement important. Alors bien sûr, l'Europe ne va pas rivaliser avec les États-Unis ou la Chine dans la région. Mais vous savez bien, s'il devait y avoir une guerre en Corée ou une guerre en mer de Chine du Sud, les conséquences pour notre continent seraient économiquement, socialement, absolument tragiques. Autrement dit, nous devons être engagés et dans la région plus que nous ne l'étions il y a 20 ou 25 ans. Et là encore, la dimension européenne et pas simplement la dimension nationale, alors que par exemple dans la relation avec la Chine, pays important, on a jusqu'à ces derniers temps plutôt assisté au chacun pour soi et Dieu pour tous dans la relation de chacun des États européens avec la Chine et très rarement à des efforts conjugués. Enfin, dernière priorité, mais c'est celle qui conditionne la plupart des autres que je viens d'évoquer, c'est que c'est la priorité du renseignement. Nous vivons dans un monde qui vit sous le signe de la révolution de l'information et de l'acquisition des conséquences. La base de la valeur économique et stratégique aujourd'hui, c'est l'information. Beaucoup plus que naguère le pétrole, les marchandises ou que sais-je. Et bon, notre pays a fortement accru ses efforts et ses moyens en matière de renseignement depuis une grosse dizaine d'années maintenant. Il faut accentuer cet effort et pas simplement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et j'ajoute que la France est devenue une puissance qui compte aujourd'hui dans le monde en la matière. Elle dispose des ressources humaines et des acquis technologiques qui lui permettent de progresser. Pour résumer, Madame la Présidente, la politique extérieure et de sécurité des États modernes repose désormais sur un trépied. La diplomatie, la défense et le renseignement. Et vous savez bien qu'un trépied, il vaut mieux que les 3 pieds soient comparables en consistance et en longueur, sinon le trépied, il tombe. Et il est donc naturel que nos institutions publiques évoluent en fonction de cette nouvelle donne. Il y a d'ailleurs des choses qui se font, y compris d'ailleurs au Parlement. Je pense à la délégation, sur le renseignement et ainsi de suite. Voilà, madame, mesdames et messieurs, ce que je voulais partager avec vous. Et j'ai délibérément évité de me livrer à des considérations sur l'actualité immédiate. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas essentielle, et je serais tout à fait ravi qu'elle figure dans notre échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci